What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de système mutualisé ou d'architecture mutualisée. Je sais que vous avez déjà entendu parler de ça quelque part, ou encore en anglais, Multi-Tenancy Architecture. Si c'est vraiment la première fois que vous entendez parler, c'est très bien, vous êtes au bon endroit. Si vous avez déjà entendu parler de ça et que les idées sont pas toujours claires, vous êtes également au bon endroit. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, alors je me présente tout d'abord, je suis Jordi Bayo, DevOps ingénieur. Et sur cette chaîne, on parle principalement de DevOps. C'est vraiment l'objectif derrière la création de cette chaîne qui s'est nommée au tout début Young DevOps. Pour certains, c'était Young DevOps, pour d'autres, c'était Young Developers. De toutes les façons, je suis là aujourd'hui et nous parlons principalement de DevOps. Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire tout simplement que tu es intéressé par les concepts DevOps, par les outils DevOps. Tu es intéressé à comprendre un certain nombre de choses, alors tu es sur la bonne chaîne. Je t'invite donc à t'abonner pour ne pas manquer ou ne plus manquer mes prochaines vidéos parce que c'est très important. Surtout comprendre ce sur quoi on travaille, de comprendre les mots techniques, de comprendre les outils de façon fondamentale, c'est très important. Donc c'est pour ça que j'ai l'habitude de faire ces petites vidéos pour expliquer un concept. Et aujourd'hui, ce qui va faire l'objet en fait de notre discussion, c'est Multi-Tenancy Architecture en anglais ou architecture mutualisée. Donc déjà, c'est quoi une architecture mutualisée? Je préfère utiliser le français aussi pour cette fois, pour que ça puisse être clair, parce que parfois on ne connaît pas la vraie définition en français. Une architecture mutualisée, c'est une architecture où on a plusieurs personnes qui peuvent bénéficier de la même ressource avec un certain niveau d'abstraction, sans toutefois être au courant de ce que l'autre fait. Si vous louez par exemple des serveurs, comme j'ai dit tout à l'heure, vous devez avoir des utilisateurs différents qui utilisent le même serveur, mais qui ne devront jamais, mais au grand jamais, savoir qu'ils sont en train d'utiliser la même ressource. C'est-à-dire que lorsque vous louez un serveur, vous n'allez pas louer un serveur par personne, c'est trop coûteux. Et personne ne va vouloir prendre un serveur, ça revient à acheter son propre serveur, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'on arrive à penser que on va prendre un serveur, on va trouver une façon de virtualiser les ressources de ce serveur de telle façon que plusieurs personnes peuvent utiliser des mini-ressources virtualisées de ce même serveur. C'est-à-dire que si on crée par exemple des machines virtuelles, sur le serveur on peut créer plusieurs machines virtuelles. Lorsque vous êtes dans votre machine virtuelle, vous n'avez pas la sensation de partager la machine avec une autre personne. Donc chacun est vraiment sur son espace, ce qu'on va appeler namespace. Et ce namespace va être constitué d'un ensemble de choses. Ça peut être le storage, ça peut être le network, ça peut être l'application, ça peut être... Donc il y a plusieurs aspects en fait. On va venir faire une abstraction du serveur, de la ressource physique, que ce soit à tous les niveaux, comme j'ai cité, storage, networking, etc. pour pouvoir donner donc la sensation aux utilisateurs qui sont des tenants séparés. Alors, je reviens à ce que c'est que un tenant. Un tenant, c'est un locataire. Donc, en anglais, la traduction anglaise du mot veut dire locataire. On va prendre un autre exemple pour être très spécifique. Imaginez une architecture multi-tenant comme un immeuble où il y a plusieurs personnes qui louent, donc qui sont des locataires de l'immeuble. En gros, tous ceux qui sont dans l'immeuble vont utiliser le même courant électrique, c'est-à-dire que la prise de courant qui vient par la terre va alimenter tout l'immeuble. Mais chaque personne aura son courant, c'est-à-dire que ce que tu utilises chez toi, c'est pas chez moi. Je vis chez moi en ayant la certitude que je suis presque seul dans le réseau en fait. Chacun vit chez lui, étant tous dans le même bâtiment, et chacun utilise une ressource de base qui est partagée par tout le monde. Donc la ressource de base déjà, c'est l'immeuble qui est partagé par plusieurs locataires. C'est
le courant qui arrive, c'est l'eau qui arrive, c'est le câble téléphonique qui arrive, c'est Internet qui arrive. Donc on arrive à créer un modèle de plusieurs locataires qui vivent dans un même endroit sans pourtant être au courant, parce que c'est ça en fait qui fait la particularité de l'architecture multi-tenant et qui est même la base de l'existence de l'architecture multi-tenant ou mutualisée. C'est-à-dire que tous ceux qui consomment la même ressource ne doivent pas être au courant de ce qui est à côté d'eux ou ne doivent pas être dérangés par la façon dont l'autre consomme. Donc c'est comme je prenais la lumière, c'est-à-dire que si mon voisin utilise 250 kW, moi j'utilise 4 kW, quand lui il utilise 250 kW par mois, ça ne doit pas me déranger lorsque moi j'utilise mes 4 kW. Donc, parce qu'on doit être séparés en fait, même si on utilise la même ressource. Donc voilà un peu une façon beaucoup plus simple de comprendre ce que c'est qu'une architecture mutualisée. Aujourd'hui, on parle d'architecture mutualisée sur Internet parce que on est arrivé à un moment où le multi-tenancy, c'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau du cloud, que ce soit au niveau des applications et un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on dit même que Internet de base est multi-tenant parce que tout le monde utilise Internet sans pourtant savoir ce que l'autre fait. Dans cette vidéo, puisqu'il s'agit tout d'abord du DevOps et de comprendre comment est-ce que cela peut être configuré, comment cela peut marcher, on va entrer beaucoup plus deep. On va entrer dans beaucoup plus deep sur l'architecture multi-tenant. Et il faut déjà comprendre que une architecture multi-tenant est très difficile à mettre sur pied. Donc c'est vraiment très complexe, c'est pas des petits trucs. Donc là on parle vraiment de gros topics. Donc on peut faire du multi-tenancy architecture au niveau SSD, on peut faire au niveau database, on peut faire au niveau networking, comme je disais tout à l'heure, on peut faire au niveau VM et container, si vous voulez, aujourd'hui, qui est une approche beaucoup plus récente. On peut faire au niveau application. Donc, je vais prendre niveau par niveau et on va voir comment implémenter une architecture multi-tenant pour les différentes choses que je viens de citer. Donc, pour le SSD, par exemple, multi-tenancy, SSD, multi-tenancy architecture. C'est-à-dire que à ce niveau, on pense comment on peut partager un espace storage ou un blob storage ou un object storage, si vous voulez même, entre plusieurs personnes sur un même serveur ou sur une même ressource. Et à ce niveau, généralement, comment ça se fait? Ça va se faire avec ce qu'on appelle les namespaces, parce qu'aujourd'hui les SSD permettent en gros, c'est-à-dire qu'on a 250 Go de SSD qui doit être partagé en fait par 7 ou 8 personnes, disons comme ça. Donc il y a 7 ou 8 personnes qui doivent utiliser un SSD de 250 Go. On est obligé à ce moment-là d'aller faire ce multi-tenant architecture déjà au niveau du boot-up, c'est-à-dire que déjà même au niveau physique, on doit pouvoir déjà faire une séparation des différents locataires ou bien des différentes personnes qui vont louer cette ressource. Parce que imaginez-vous si on le fait au niveau partition, c'est-à-dire logique, comme vous êtes sur Windows, vous créez plusieurs partitions du même disque. Ce qui peut se passer, c'est que lorsque une personne va utiliser sa partition, si c'est qu'il charge beaucoup de données ou il est en train de faire des grosses copies, ça peut m'impacter moi dans ma vitesse de lecture de ma partition en moi. Ou alors s'il supprime sa partition ou fait une action bizarre, ça peut impacter l'autre personne. Donc, du coup, pour avoir une très belle architecture multi-tenant au niveau SSD, du storage par exemple, avec le SSD, il y a une nouvelle technologie namespace qui va permettre déjà au niveau physique du disque dur de pouvoir compartimenter les utilisations des diverses personnes et être sûr que lorsque vous venez faire un read, vous lisez directement au namespace qu'il faut. Et du coup, l'utilisation que vous faites du SSD ou de votre storage n'impacte pas l'utilisation d'une autre personne ou ce qu'une autre personne est en train de faire à côté. Donc voilà un peu au niveau storage. Bien sûr, il y a pas mal de documentation. Il y a aussi beaucoup d'autres concepts. Soit utiliser la technologie NVMe, soit utiliser des namespaces, pour ne pas raconter des bêtises. Donc voilà en gros l'idée générale et vous pouvez avoir plus de détails par rapport à cela. Donc on va attaquer directement avec le deuxième volet
qui est naturellement le database multi-tenancy. Ça peut être MySQL, ça peut être PostgreSQL, ça peut être MongoDB, je ne sais pas trop quoi, Firestore, etc. Et j'ai un exemple magique que j'aime bien utiliser lorsque je parle de multi-tenant au niveau des databases. En fait, c'est Heroku. Si vous avez déjà utilisé Heroku et que vous avez essayé d'accéder à votre base de données en utilisant un client Postgres par exemple, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a plusieurs autres bases de données qui sont stockées chez Heroku, surtout en plan free. Donc, et ces autres bases de données, lorsque vous les ouvrez, vous pouvez clairement les voir, mais elles sont encodées, les noms des bases de données, donc du coup, c'est pas quelque chose que vous pouvez accéder facilement. Et elles sont pas accessibles, c'est-à-dire que du coup, lorsque vous descendez dans la liste, c'est juste votre base de données. Donc, en gros, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que il y a plusieurs façons de faire du multi-tenant au niveau base de données. Il y a trois façons principalement que nous allons regarder. La première façon de faire du multi-tenant architecture au niveau base de données, c'est en divisant en termes de base de données, c'est-à-dire que on a en gros SGBD, comme je disais tout à l'heure avec Heroku. Un SGBD, maintenant, pour chaque tenant qui est sur le système, va avoir sa propre base de données. Donc, que vous créez 2 ou 3 bases de données, en fait, ce sera des bases de données différentes. Et chaque base de données va être indexée à un tenant particulier. Donc, lorsqu'on a une base de données, on sait que c'est pour tel tenant. Lorsqu'on a une deuxième base de données, ça peut toujours être votre base de données. Donc, mais déjà, ici, la séparation, il faut le dire, est faite au niveau de la base de données. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais j'ai envie de me dire, imaginez lorsque j'ouvre en fait toutes ces bases de données de Heroku, je n'arrive pas à les ouvrir directement, mais j'arrive quand même à voir le nom des BD. Et si j'arrive à avoir une action là-dessus, si je suis quelqu'un de mauvais et que j'arrive à avoir une action négative, on va dire que Heroku n'a pas réussi à avoir un multi-tenant architecture strict parce que j'arrive quand même à savoir combien de bases de données se trouvent sur le serveur où ils m'ont positionné. Donc, et je trouve que ça, c'est un problème. Et donc, voilà. On peut avoir plusieurs bases de données. La deuxième façon de séparer, c'est au niveau des tables. C'est-à-dire que on peut avoir une base de données qui est partagée par plusieurs tenants. Et donc, on va plutôt séparer, on va faire une séparation au niveau des tables. Donc, on va avoir différentes tables pour différents tenants. Donc, ça peut être table tenant 1, table tenant 2, etc., etc., etc. Donc, cette façon aussi, c'est une façon de faire. Bien évidemment, il y a ses conséquences, hein. Il y a ses désavantages et ses avantages que je vous invite d'ailleurs à lire avec les liens que je vais mettre en description qui pourront largement vous aider pour ceux qui sont intéressés à aller un peu plus en profondeur pour comprendre comment ça se passe. La troisième façon de faire, tout simplement, c'est au niveau schema, c'est-à-dire au niveau du modèle de la base de données. Comment je modélise ma base de données. Telle application, par exemple, lorsqu'il fait une requête pour écrire peut-être sur ma BD, lorsqu'il arrive au niveau du SGBD à la base de données, à la table, à quoi effectivement il a l'autorisation d'accéder. Donc, c'est vraiment une architecture au niveau modèle de comment l'application accède. Et il y a un ensemble de paramètres qui peuvent entrer en jeu tels que la modélisation, telle table à un ou plusieurs autres tables, etc., etc. Donc ça c'est une façon de faire beaucoup plus, on va dire, complexe. Pour moi, je dirais qu'il faut pouvoir tester le tout et chaque contexte dépend en fait du problème pour le problème qu'on a. On va essayer de regarder l'autre aspect multi-tenant qui est tout simplement le networking. Ok? Et aujourd'hui, au niveau du networking, je suis très sûr, mais vraiment très sûr, qu'à chaque fois que vous créez un VPC ou je ne sais pas, dans une région sur Amazon ou Google, peu importe, je suis très convaincu que ce n'est pas un réseau physique qu'on va déployer. C'est-à-dire que tout aujourd'hui est virtualisé. On parle même de SDN.
Software Defined Network. On va virtualiser le réseau, virtualiser un routeur. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de Cisco, mais ça ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire que lorsque vous créez, lorsque vous voulez déployer une application, vous créez un VPC. C'est un peu comme une région dans laquelle vous voulez déployer toutes vos ressources et communiquer entre toutes les ressources de votre application ou de ce que votre application aura besoin. Vous allez en fait créer un réseau virtuel, Virtual Private Network. Et ça va utiliser en fait ce que j'appelle SDN, des Software Defined Network. En fait, des Software Defined Network, c'est des logiciels qui vont venir se placer au-dessus du network physique, c'est-à-dire que ils vont pouvoir virtualiser un routeur, virtualiser je sais pas trop quoi, un switch, virtualiser un pare-feu physique, virtualiser un certain nombre d'équipements de telle sorte que lorsque je fais une requête, voilà, ça va passer en fait par ces SDN et ces SDN pourront maintenant retransmettre en gros ma petite requête dans le système physique. En gros quoi. Donc, si je prends un exemple de pourquoi on fait ça, si je prends un exemple, imaginons un instant qu'une application comme Slack, disons pas Slack, prenons notre exemple, disons qu'une application comme peut-être Uber et Airbnb tournent pratiquement dans la même région, ok, dans la même région sur Amazon. Donc, ce qui va se passer, ça veut dire qu'on sait très bien que physiquement, en termes de réseau, ils vont utiliser les mêmes ressources, ok, pour que ce soit les requêtes qui vont entrer vers le data center ou out of the data center. Donc, que ce soit les inbound ou les outbound, ils vont utiliser le même réseau en fait. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, imaginons que le réseau, il y a un problème sur le réseau, peut-être à Uber, il y a peut-être trop de trafic entrant et tout, et qu'on arrive à avoir on arrive à avoir une panne du routeur. Ce qui se passe, c'est que s'il y a une panne du routeur, vu que Amazon et Airbnb sont hébergés dans le même region ou bien le même sub-region, s'il y a panne du routeur, les autres requêtes qui devaient entrer chez Airbnb ne pourront plus entrer. Donc il y aura un problème. Donc voilà pourquoi on est obligé en fait de créer une abstraction du network de façon logique en utilisant ce que j'ai dit de SDN, de Software Defined Network, pour pouvoir créer des VPC, des Virtual Private Network, des abstractions vraiment logiques où tu peux créer, configurer tes inbound, tes outbound, tes security, configurer ton firewall sans pour autant impacter sur l'autre tenant qui est juste à côté de toi ou qui utilise la même ressource que toi. Et c'est comme ça qu'on arrive à accumuler beaucoup de breach sur un même réseau. Donc, voilà un peu au niveau du networking, mais c'est vraiment assez complexe. C'est-à-dire que c'est très complexe, les amis. Lorsqu'on arrive à se dire qu'on va créer une solution cloud, une solution sur Internet, et qu'on va mettre sur pied un certain nombre de multi-tenant systèmes en place, c'est vraiment très complexe, ça prend du temps énormément. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire pour ne pas arriver à des situations difficiles. Bien sûr, par le même réseau, donc imaginons qu'il y ait une attaque par exemple de Uber, disons qu'il y ait une attaque de Uber ou bien je sais pas trop quoi, quel type d'attaque, mais qui arrive à venir mettre down les autres services network par exemple d'une autre application, parce que du coup, c'est compliqué. J'ai déjà entendu qu'il y a eu un crash de Facebook, qu'il y a eu un crash de Twitter, mais j'ai jamais entendu qu'il y a eu un crash de Facebook et ça a fait crasher Twitter. Dit qu'il peut être dans la folie, hein, voilà. Donc si on imagine qu'ils sont tous hébergés sur le même endroit, le crash en fait d'une application a crashé une autre application. J'ai jamais entendu ça. Ok. Pourtant, plusieurs applications résident et utilisent les mêmes ressources dans des data centers, etc. Donc, il y a vraiment ce côté de virtualisation du network qui est vraiment très poussé. Le quatrième aspect que nous allons toucher, que nous allons parler, c'est VM et containers. Et justement, pour les containers, j'ai l'habitude
de dire, puisque le container, c'est juste, voilà, c'est quelque chose c'est une technologie qui arrive et qui est beaucoup plus light que les VM. Mais en gros, ça fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire que on va avoir un environnement personnalisé, que ce soit pour les applications ou pour un ensemble de logiciels ou d'applications, qui permet à ce que lorsque je crée ma VM, j'ai mon nombre de gigas de disques, j'ai mon nombre de RAM, j'ai mon CPU, etc., etc. En fait, ces ressources que je vais venir acheter, lorsque je les utilise, à aucun moment, mais à aucun moment, deux utilisateurs doivent savoir qu'ils sont sur le même serveur et ils ont juste la VM. Que ce soit par les bridges, que ce soit par n'importe quelle façon possible, on peut dire ça comme ça, les deux utilisateurs ne doivent pas se rendre compte de cela. C'est-à-dire que lorsque j'écris, même s'il y a persistance de données sur le volume physique, je ne dois pas ressentir un impact lorsque je fais mes lectures ou lorsque j'écris, parce que l'autre utilisateur, l'autre tenant écrit beaucoup plus que moi, donc écrit peut-être 1 Tera plus que moi, donc du coup il doit utiliser plus de ressources que moi. Non, ça ne doit pas arriver. Donc du coup, ce n'est que comme ça qu'on arrive à garantir que un système est multi-tenant. Aussi, lorsqu'on parle des containers, il y a ce qu'on appelle container leak ou les fuites de containers, c'est-à-dire que on peut avoir fuite de données d'un conteneur parce que peut-être ça peut être un conteneur vulnérable, une image qu'on a téléchargée. Donc la sécurité également intervient. Donc c'est-à-dire que ils doivent pas avoir une fuite. C'est pas parce que je suis sur un same bridge avec un autre conteneur, parce qu'en gros c'est ce qui se passe si on prend IKS ou LKS chez Linode. En fait, si vous avez un cluster Kubernetes et que vous avez plusieurs, disons, on va pas parler de pod, on va dire juste qu'on a plusieurs containers au même endroit, il ne faut pas qu'à un certain moment donné, il y ait fuite d'un conteneur parce que, soit par vulnérabilité ou juste parce que j'ai accédé à un conteneur d'un autre compte alors que je suis pas autorisé à le faire. Donc, c'est ça en fait. C'est ça qui permet justement de garantir le multi-tenancy architecture. Le cinquième paramètre à prendre aussi en compte, c'est application multi-tenancy. Et là, on va se dire, de tout ce qu'on a cité, est-ce que les applications peuvent être multi-tenant? J'ai envie de dire oui, parce qu'aujourd'hui, tout est presque multi-tenant. Si je prends le cas de Shopify, il y a plusieurs milliers d'utilisateurs ou des millions d'utilisateurs qui utilisent Shopify au même moment. En aucun moment, je pense que Shopify, c'est un même backend, voilà, c'est un même serveur, c'est un ensemble de choses qui appartiennent à Shopify. Là, on n'est plus sur le modèle du cloud où je loue des ressources. Donc là, on est vraiment sur une application qui a un même backend, etc., etc. Moi, en tant qu'utilisateur, il ne faut pas que j'arrive à faire un pool de données un jour de la base de données et que j'ai plutôt les informations d'une autre personne, vous voyez. Donc là aussi, on peut parler de multi-tenant architecture. Donc, si on peut considérer ça comme ça. Et c'est pareil pour Facebook ou n'importe quelle utilisation là dehors. C'est-à-dire que si je crée un groupe Facebook, en aucun cas, ça sera possible en fait que je puisse accéder aux informations d'un autre groupe, ou du moins à partir de mon groupe. Là, je parle au niveau application, à partir de mon groupe, pouvoir impacter un autre groupe qui existe sur Facebook de façon négative ou bien je ne sais trop quoi. Mais en gros, là aussi, on peut parler de multi-tenant architecture. Et c'est là où je disais, pour revenir à ce que j'ai dit en introduction, tout Internet est un système en architecture multi-tenant. Tout Internet aujourd'hui en architecture multi-tenant. Et là, j'ai pris juste 5 petits exemples pour élucider en fait ce que c'est que le multi-tenant architecture mutualisée.
Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc c'était Jordi Bayo, comme je disais tout au début. Le but de cette vidéo, c'était de vous faire comprendre, de vous plonger un petit peu dans tout ce qui est architecture, cloud, etc. Tous ces systèmes complexes et de comprendre pourquoi on parle d'architecture mutualisée, quelle est l'importance, la réelle importance dans les travaux qu'on a aujourd'hui. Et je pense que pour un DevOps, c'est important de connaître ces notions-là parce que c'est capital en fin de compte pour tout ce qu'on va faire, que ce soit Kubernetes, etc. C'est capital d'avoir un multi-tenant architecture. Et comme j'ai dit, il y a toujours au moins 3 niveaux de multi-tenant architecture. Ça peut être, si vous êtes en train de faire une application, vous devez toujours vérifier qu'il y ait ce multi-tenant système architecture en place, que vous soyez en train de modéliser par exemple une nouvelle architecture cloud, que vous soyez par exemple en train de faire migrer une application vers un autre cloud provider et tout. Il faut toujours vérifier que voilà, ce côté multi-tenant y est. Ok, et vérifier ça peut être à 3 niveaux, c'est-à-dire que vous pouvez faire un multi-tenant architecture qui est strict. Donc là c'est vraiment strict, c'est-à-dire que là on s'assure que à chaque fois qu'un utilisateur crée peut-être son compte, c'est une VM séparée, c'est une BD séparée juste pour lui, et là c'est le côté strict en fait. Et vous pouvez faire quelque chose de moyen, un multi-tenant architecture moyen, c'est-à-dire que tous les utilisateurs peuvent quand même partager la même base de données, c'est-à-dire maintenant au niveau des tables user, index, etc. Les champs sont différents. Ou vous pouvez faire quelque chose de vraiment basique, mais du coup voilà, ça dépend vraiment des requirements, de ce sur quoi vous êtes en train de bosser. Mais l'idée déjà en tant que DevOps, c'est de comprendre ce que c'est qu'un multi-tenant architecture. Si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo, vraiment c'est très encourageant pour moi de supporter ce travail. L'objectif c'est qu'on puisse atteindre les 10 000 followers d'ici mi-2023. Donc les amis, max de likes, abonnez-vous, c'est très important pour ne pas manquer mes futurs contenus parce que je les poste chaque une semaine. Donc je vous dis à la prochaine avec Jordi Bayo. Ciao.